Chers amis, bonsoir. On se retrouve une nouvelle fois pour un entretien, échange de CDR, donc le collectif citoyen pour la démocratie réelle. On a le plaisir d'accueillir ce soir Vincent Drezet, qui est économiste, fiscaliste et ancien secrétaire général de Solidaires Finances Publiques. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Alors on va évoquer tout au long de cet entretien en particulier un rapport qui est sorti. Alors tu vas nous en parler tout de suite derrière. Puisqu'il y a plusieurs signataires et donc tu vas un petit peu nous expliquer ça sur la fraude fiscale et la fraude sociale. Juste avant ça, donc comme à notre habitude, on va échanger avec Louise qui est à l'écran, qui est peut-être sur ma gauche ou sur ma droite. Salut. Salut Louise. Et Gwen qui est, je crois, peut-être au-dessus. C'est ça. Voilà. Salut Gwen. Bonsoir. Bon. Et donc voilà, on va se concentrer un petit peu sur le rapport d'attaque. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux, Vincent, toi, te présenter un petit peu ton parcours et puis nous présenter en gros le rapport dans les grandes lignes, quels sont les signataires et quel était l'objectif du rapport? D'accord. D'ailleurs, au passage, merci pour l'invitation, parce que c'est vrai que dans la campagne, c'est un sujet plutôt oublié. Quelques-uns en ont parlé. Et j'allais dire même détourné. Alors, bon, pour ma part, moi, je suis militant syndical depuis 25 ans, au sein de Bercy, au sein du syndicat Solidaires Finances Publiques. J'en étais le porte-parole et le secrétaire général. Et ça m'avait donné d'ailleurs l'occasion de travailler déjà sur l'estimation de la fraude, parce qu'on avait publié en janvier 2013 un rapport où on estimait la fraude. Moi, j'avais mené un travail de très longue haleine sur le sujet, et on estimait la fraude entre 60 et 80 milliards d'euros. Quelques années après, 5 ans après, on a repris ce travail-là pour voir si des mesures avaient été efficaces à réduire la fraude et si parallèlement d'autres formes de fraude ne s'étaient pas développées. Et ce qu'on avait constaté, c'est qu'évidemment la fraude s'était développée et on se disait qu'on était plutôt sur 80 milliards d'euros. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là et puis sur d'autres, sur la justice fiscale de manière générale, sur la lecture critique des politiques fiscales, sur les propositions aussi. Et puis dans le même temps, moi j'étais aussi militant à Attaque. Et ça nous a aussi donné l'occasion à Attaque de débattre de ces questions-là, de sortir un certain nombre de livres. Voilà, ça c'est un peu la toile de fond. Et depuis quelque temps, à Attaque, on a lancé l'Observatoire de la justice fiscale, où on a publié un certain nombre de billets, quelques interviews, des notes pédago, bon, c'est tout autour de la question de la fiscalité, et évidemment avec un angle où on prône la justice fiscale, sociale et écologique, c'est un peu ce triptyque-là. Et en regardant la campagne, on s'est dit qu'il y avait un danger, et moi je le vois en tant qu'observateur depuis quelques années, que les néolibéraux, les conservateurs, selon comment on les appelle, minimisent la fraude fiscale et déplacent le débat sur la fraude aux prestations sociales. Pourquoi? Parce qu'idéologiquement, il faut taper sur ceux qui bénéficient des minima sociaux, la prestation sociale, c'est des chômeurs qui veulent pas travailler, c'est des assistés, c'est tout ce discours-là qu'on connaît bien. Et donc, on voit bien qu'il y a quelques hommes et femmes politiques qui dénoncent la fraude sociale, puis qui ne parlent pas de fraude fiscale. Et on s'est dit, on va faire un peu le tour de la question, revenir sur la question des estimations, puis avoir une analyse des chiffres de la lutte contre la fraude fiscale. Et donc, ça a donné lieu à ce rapport qui a été initié par l'Union syndicale solidaire. L'Union syndicale solidaire s'est adressée à Attaque, qui avait non pas encore publié ce rapport-là, mais qui avait commencé à y travailler. Donc, on a fait ça en un temps assez record, en quelques semaines, et puis ça a été soutenu par deux organisations de chômeurs, AC, la CGT chômeurs, et deux organisations du ministère des Finances qui connaissent bien le métier du contrôle fiscal, la CGT Finances et Solidaires Finances Publiques. Et donc voilà, ça donne ça, sachant qu'on voulait publier avant évidemment le premier tour, mais on va le faire vivre après, parce que de toute façon c'est un débat permanent. Exactement. Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux nous rappeler les principaux chiffres fraude fiscale contre fraude sociale, pour qu'on prenne un petit peu la mesure du travail que vous avez collecté? Alors, dans le rapport qui fait une 40aine de pages, alors on mettra le lien évidemment nous dans la description de la vidéo pour que tout le monde puisse le consulter dans son intégralité. Donc il y a une myriade d'annexes et de tableaux en fin de rapport. Et donc il y a tous les chiffres, c'est évidemment hyper chiffré, c'est un travail d'économiste. Mais il y a un tableau qui m'a un petit peu marqué, parce qu'il y a la fourchette basse, la fourchette moyenne et la fourchette haute.
Est-ce qu'on peut prendre un chiffre? Je te laisse mettre évidemment des chiffres, c'est toi le spécialiste. Est-ce que tu peux nous rappeler donc nous faire de la comparaison entre la fraude fiscale et la fraude sociale? On parle de quelle échelle en fait? Oui, alors c'est important de replacer le débat là où il doit être. Je veux dire par là, c'est que quand on parle souvent dans le débat public, on entend évasion fiscale, etc. Nous, ce qu'on a voulu estimer, c'était le manquement illégal. Parce qu'on sait qu'il y a une optimisation agressive, une évasion fiscale qui malheureusement est légale, même si elle n'est pas morale et à nos yeux pas légitime. Et puis il y a ce qui ne respecte pas le droit. Et l'idée, c'est de dire, si tout le monde respectait ses obligations fiscales, si tout le monde respectait le droit fiscal, combien l'État récupérerait? Donc aux environs de 80 milliards d'euros, pardon, sur l'ensemble des impôts, c'est-à-dire les impôts locaux, les impôts d'État, et puis il ne faut pas oublier, on a aussi des impôts qui sont affectés au caisse de la sécurité sociale, mais qui sont des impôts. Donc l'idée, c'est ça, sur le système fiscal proprement dit. Alors, si vous voulez la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les impôts patrimoniaux, d'autres impôts sur la consommation, et puis on avait la taxe d'habitation à l'époque, la taxe foncière, et j'en passe. On est aux environs de 80 milliards, et cette estimation tient toujours, ça fait quand même quelques années, ça fait maintenant 8 ans que cette estimation tient parce qu'elle n'a jamais été contredite très sérieusement. Il y a eu souvent des attaques, mais ils exagèrent. En plus, évidemment, c'était un syndicat de Bercy qui le disait. Mais quand on regarde les quelques travaux un peu sérieux, eh bien, ils corroborent notre estimation. Typiquement, l'Université de Londres, par exemple, a fait un travail sur la fraude aux prélèvements obligatoires. C'est pour ça qu'on viendra sur la fraude sociale ensuite. Les prélèvements obligatoires, c'est tout ce qui est fiscalité et tout ce qui est ressources de la sécurité sociale. Et l'Université de Londres a établi une fourchette aux environs d'un peu plus de 800 milliards d'euros à 1000 milliards d'euros sur l'Union européenne à l'époque à 28. Ça, c'est important de le voir parce que quand on regarde ce que pèse la France de l'Union européenne et qu'on rapproche le PIB français dans le PIB de l'Union européenne de cette estimation de la fraude au prélèvement obligatoire, on arrive au total de notre estimation, celui de la finance publique désormais reprise par attaque de 80 milliards d'euros, plus l'estimation de la Cour des comptes de la fraude aux cotisations sociales d'environ 20 milliards d'euros. Parce qu'il faut savoir, D'ailleurs, la fraude sociale, oui, pardon. Juste une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, mais quand on regarde sur les pays européens les plus gros fraudeurs fiscaux, en fait, on retrouve devant la France, il y a l'Allemagne, l'Italie et la France est troisième si je me trompe pas. Donc on est quand même sur des. En fait, c'est quoi? C'est le tissu industriel de ces pays-là qui fait que plus il y a de PIB produits ou plus il y a d'entreprises, plus il y a de fraude fiscale. Alors, faudrait le rapporter au PIB. Il faudrait rapporter ces estimations au PIB. Ce qui est sûr, c'est que à peu près tous les pays sont confrontés à une fraude à la TVA massive, notamment au sein de l'Union européenne. On viendra sur la fraude sociale après, mais elle existe également partout, le travail non déclaré, tout simplement. À une fraude à l'impôt sur les sociétés, et on l'a vu avec l'affaire McKinsey, la manipulation des prix de transfert, qui est un sujet un peu technique, mais les prix de transfert, en clair, permettent à des entités d'un même groupe d'avoir des transactions entre elles. Si c'est au prix du marché, c'est légal. Parfois de l'optimisation, bien sûr, dans le choix d'implantation des filiales, des sociétés mères, des entités d'un même groupe, mais c'est légal. Par contre, si une société établie en France paye trop au regard de la prestation de service, alors il y a fraude. Et ce type de manipulation de prix de transfert, on le retrouve dans la propriété intellectuelle, dans les prestations de services, sur un champ très varié d'opérations. Et comme les prix de transfert représentent la moitié du commerce mondial, il suffit qu'une petite minorité soit manipulée pour donner lieu à une fraude colossale. Et elle touche, cette fraude, tous les pays. Et puis pour la fraude sociale, en France, la fraude sociale, c'est d'abord la fraude aux cotisations sociales. C'est du travail non déclaré, où ce sont des revenus, une activité déclarée, mais des revenus qui ne sont pas déclarés. Et ça fait, selon les estimations, environ de 20 milliards d'euros. Donc, il faut noter que 80 plus 20 milliards d'euros, on arrive déjà à 100 milliards d'euros de fraude aux recettes publiques, de manière générale. C'est même un petit peu moins que ce que dit l'Université de Londres si on ramène la France au PIB européen. Et puis, il y a cette fameuse fraude aux prestations sociales dont on entend beaucoup parler, qui est estimée par quelques personnes qui sont politiquement, idéologiquement très marquées, qui veulent en clair
considérablement affaiblir le système de redistribution sociale. Et cette fraude-là est estimée à 40 milliards d'euros par ces personnes-là, sauf que quand on se plonge dans leur méthode d'évaluation, et quand on se plonge sur les chiffres, notamment de la Cour des comptes, le chiffre de la sécurité sociale, les travaux qui ont été faits là-dessus et qui sont un petit peu plus faciles qu'en matière de fraude fiscale, eh bien, on s'aperçoit que la fraude aux prestations sociales, c'est 3 milliards d'euros maximum. Donc, il y a un écart colossal entre les 3 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales et la fraude fiscale. Et il faut juste ajouter aussi une chose sur les prestations sociales, c'est que tous ceux qui y ont droit n'en bénéficient pas parce que tous ceux qui ont droit ne le demandent pas. Et maintenant, il est établi que les caisses publiques font une économie de 10 milliards d'euros, donc un chiffre bien supérieur à la fraude estimée. Il y a une économie de 10 milliards d'euros tout simplement parce que des bénéficiaires potentiels du RSA, par exemple, ne le demandent pas. Donc, c'est pas qu'on a une fraude, en fait, c'est que si on fait d'un côté la fraude qui existe, mais qui est minime par rapport à l'économie, c'est pas vraiment une perte pour l'État et pour les caisses publiques. Et pourtant, souvent, dans les médias traditionnels, les médias principaux, on a l'impression qu'on nous parle beaucoup plus de la fraude sociale, de la fraude aux prestations sociales, que de la fraude fiscale. Comme si vous voulez pointer du doigt voilà, certaines personnes et en oublier d'autres. Et ça, c'est bien dit aussi, justement, dans le rapport. Oui, c'est ce qui est désolant d'ailleurs, c'est que, je reviens un petit peu en arrière, mais en 2018, le gouvernement, enfin Gérald Darmanin à l'époque, qui était ministre du Budget, puis quelques éditorialistes d'une presse assez marquée, ont commencé un peu à sonner l'offensive contre notre estimation de la fraude, en disant mais il n'y a pas de trésor caché, puis ils ont exagéré, etc. Moi, je me souviens que pour le syndicat, j'avais fait des droits de réponse en disant donnez vos chiffres, enfin confrontons, ayons un débat. Après tout, je ne prétends pas avoir la science infuse, mais comme vous n'avez pas de chiffres, pas de méthode, ce sera quand même intéressant qu'on en parle. Silence radio. Gérald Darmanin avait voulu créer l'Observatoire de la fraude fiscale, qui n'a jamais vu le jour, et de polémique en polémique, c'est finalement la Cour des comptes qui a été saisie de ça, et la Cour des comptes a réuni un certain nombre de personnalités, j'en étais, mais avec pas mal d'autres, et a fait un travail, et puis a réussi à estimer un manque à gagner sur la TVA d'environ 15 milliards d'euros, qui correspondait à notre fourchette. Hein. Nous, on était entre 15 et 19, et la Cour des comptes disait 15 milliards d'euros, donc ce qui crédibilisait quand même le travail qu'on avait fait. Malgré tout, il y a un discours facile, c'est celui de l'assistanat. Ah, c'est les assistés. Alors, nous, on peut parler des assistés. Hein. On sait à qui attaque, on sait à qui les aides publiques bénéficient. Hein. 200 milliards d'euros d'aides publiques d'un côté pendant la crise, on était déjà à 140 milliards avant la crise, c'est-à-dire aux environs de 10%, entre 8 et 10% du produit intérieur brut, 1,2% pour les minima sociaux. Et donc, on sait où sont les assistés. Mais ce discours, il a continué. Il a continué parce que il est porté par des gens qui ont une idéologie, c'est d'en finir avec ça, c'est d'obliger les gens à travailler coûte que coûte, si j'ose dire. Et on l'a vu avec des propositions sur le RSA et le travail forcé qu'on pourrait mettre en œuvre suivant le résultat des élections, parce que Emmanuel Macron et Valérie Pécresse étaient sur ce créneau-là. On a vu tout le discours sur les chômeurs, y compris Emmanuel Macron, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Enfin voilà, c'est pas simplement des formules vexatoires, c'est que derrière, il y a une idéologie, ceux qui ne travaillent pas, c'est qu'ils ne veulent pas travailler. Et donc, sous-entendu, si on leur coupe les vivres, ils vont aller travailler d'eux-mêmes. C'est un raisonnement assez pervers. Bon. Et puis, en plus de ça, ça résonne dans une partie de la population, parce que quand on parle des prix de transfert et d'évasion fiscale internationale, déjà les chiffres sont tellement élevés que ça ne parle même plus, et puis on n'arrive pas à conceptualiser, à comprendre. Mais si on dit « Ah, votre voisin, il touche des allocations et des prestations familiales, par exemple, ou il touche le RSA, enfin bref, il touche une prestation à tort », alors là, ça parle. Et on est sur, comment dire, les mauvais ressorts de l'être humain. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, ce discours marche. Alors, il marche, oui et non, parce que il nous serine avec ça, mais je ne peux dire pas tous les mois, mais régulièrement, plusieurs fois dans l'année, on a des affaires d'évasion et de fraude fiscale. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, au moment des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils disaient en 2018 Il y avait des revendications fiscales autour de l'ISF et autour de la lutte contre la fraude fiscale. Moi, je me souviens d'avoir vu 80 milliards d'euros sur les ronds-points. Ça veut bien dire que quelque part, il y avait aussi une prise de conscience que c'était ça l'enjeu. Et c'est évidemment ça l'enjeu. Et c'est un enjeu multiple. Hein. C'est un enjeu, évidemment, pour les recettes, parce que ça ferait plus d'argent pour notamment financer les services publics, par exemple.
qui en ont besoin. Mais ça dégagerait des marges de manœuvre pour rééquilibrer le système fiscal. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ne payent pas leur juste part d'impôt. Et donc, le désir de justice fiscale, il est bien là. Bref, il y a plusieurs implications positives à mieux combattre la fraude fiscale, y compris sur le terrain économique. J'ai déjà rencontré des chefs d'entreprise honnêtes qui disent « Ah, mais moi, je préférais qu'il y ait plus de contrôle parce que comme je paye mes impôts, mais comme mon concurrent, il fraude, il faut qu'il les paye lui aussi parce que sinon, il a un avantage par rapport à moi, mais qui est un avantage artificiel et frauduleux. » Bon, bref. Donc voilà, il n'y a que des avantages Vincent, socio-économiques à le faire. Vincent, justement, alors c'est super intéressant parce que moi je me posais une question en fait. Là, tu parlais du fait que les gens, les citoyens veulent de la justice fiscale, de la justice sociale et de la justice fiscale. Et on se demandait en fait à quand remonte l'idée de ce qu'on appelle le consentement à l'impôt en fait. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Est-ce que c'est quelque chose qui remonte parce que qui est objectivement content de se faire spolier une partie de ce qu'il produit? Est-ce que les paysans du Moyen-Âge, sous l'Ancien Régime, étaient contents? Non, sûrement pas quand ils payaient la gabelle ou la dîme ou je ne sais quoi. Donc c'est une idée qui remonte à quand, le consentement de l'impôt? Et puis est-ce que tu peux nous le relier un petit peu à à la démocratie? Pourquoi c'est un pilier de la démocratie? Et est-ce qu'on peut lier donc impôt et citoyenneté? Alors, déjà, c'est absolument fondamental. Donc, merci d'aborder cette question, parce qu'on l'aborde trop peu dans le débat public. Au passage, je dirais que si on pouvait avoir les services publics, la redistribution sociale sans payer de cotisations, comment dire, d'impôts, etc., ça se saurait. Et le grand bluff néolibéral, c'est de faire croire que en réduisant les impôts, on augmentera le pouvoir d'achat. C'est faux. On perdra par ailleurs sur des services publics qui sont gratuits, qu'il faudra payer, ou sur une protection sociale qui sera amenuisée, qu'il faudra compléter par des assurances privées. Bref, si on s'intéresse à la notion de consentement à l'impôt, elle a été formalisée dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens d'août 1789. Il y a un ressort fiscal à la Révolution de 1789 qui est que le tiers-État payait pour tout le monde et la noblesse et le clergé ne payaient pas d'impôts. Et donc ce sentiment d'injustice, avec d'autres ressorts, mais la question de la justice fiscale, de certaine manière, était déjà présente à ce moment-là. Et lorsque les États généraux se sont réunis entre mai et août, il y a eu pas mal de travail quand même, mais y compris l'abolition des privilèges, en tout cas au moins sur le plan théorique, l'année du 4 août. Et lorsqu'ils ont rédigé la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y a eu 3 articles qui sont des principes fondamentaux toujours actuels, qui font partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. C'est l'article 13, pour faire face aux dépenses publiques, il faut établir une contribution commune qui sera répartie en fonction des facultés. La contribution commune, ça veut dire que tout le monde met au pot, mais on tient compte des différences, parce qu'il y en a qui sont riches, d'autres qui sont pauvres. Et c'est ce qui, derrière, quelques temps après, a fondé le principe de la progressivité de l'impôt. On a l'article 14 qui fait appel à la notion de démocratie représentative, mais avec la notion de consentement. C'est-à-dire qu'on consent à l'impôt via nos représentants. Et puis l'article 15 qui est le contrôle, qui est exercé aujourd'hui par la Cour des comptes notamment. Donc c'est là que ça a été formalisé comme un principe essentiel de ce qu'on pourrait appeler le contrat social ou le pacte social selon les références qu'on peut avoir. L'impôt, c'est le lien entre le citoyen et la société dans une démocratie. Il y a toute une littérature autour de ça. On mesure mal peut-être aujourd'hui ce que ça veut dire. On pourrait le mesurer si on le perd, si on le perdait. Et dans les mouvements qu'il y a pu y avoir historiquement, même avant 1789 ou plus récemment, dans le mouvement des Gilets jaunes, on a retrouvé à nouveau ce sentiment qu'il y a une société et une fiscalité à 2 vitesses. Et d'ailleurs, vous voyez, une fiscalité à 2 vitesses, c'est une société à 2 vitesses. Et donc, derrière le symbole de l'ISF, il y avait toute la notion de la répartition de l'impôt qui, malheureusement, le système fiscal est devenu injuste, instable. Et donc, il faut évidemment une réforme fiscale d'ensemble. On a retrouvé les questions d'évitement de l'impôt, notamment avec la question de la fraude, et on a retrouvé la notion aussi de démocratie, de la façon dont on est représenté, donc les choix sont faits en notre nom. En réalité, tout se tient. On a retrouvé depuis quelques années ce débat, ces différentes questions liées entre elles, comme en fait elles l'ont toujours été. Justement, tu parles de fiscalité à 2 vitesses et effectivement, c'est vrai qu'on voit bien que la question de l'impôt et du consentement à l'impôt est pas plus forcément l'objet de débats par excellence ces dernières années. Par contre, ce qui a l'air de prendre aujourd'hui du terrain, c'est la question du contrôle.
et peut-être d'un contrôle de vitesse aussi. C'est vrai que vous le rappeliez bien dans le rapport, mais donc on constate qu'à la CAF, les prestataires des aides sociales, ils sont régulièrement désignés comme fraudeurs, alors même que l'erreur peut provenir donc de l'administration ou des logiciels informatiques utilisés, alors que de l'autre côté, on parle d'accompagnement au redressement fiscal. Donc ça, c'est un mécanisme qui rend moins visible la fraude fiscale que la fraude sociale. Est-ce qu'il y en a d'autres, des mécanismes d'invisibilisation comme ça? Alors, non, mais c'est censé déjà de rappeler ça parce que on a entre le contrôle fiscal et ce qu'on peut appeler le contrôle social, hein, d'une certaine manière, on n'est pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes évolutions. Y compris, on peut rajouter, il y a le contrôle de la CAF, mais il va y avoir un contrôle renforcé des indemnités chômage, notamment après une réforme qui a déjà durci les conditions d'accès à l'indemnisation chômage. On a des effectifs qui ne baissent pas, c'est sûr, stagnent, voire augmentent pour tout ce qui est contrôle social. On a l'inverse sur le contrôle fiscal. Donc, on a plusieurs choses qui se profilent et je reviendrai sur un point ou deux. On a notamment toute une logique de réduction des moyens d'administration fiscale. On ne peut pas ne pas en parler. On est passé d'environ 13 500, 14 000 à peine 10 000 agents en charge du contrôle fiscal. Donc, c'est énorme. D'autant plus qu'il n'y en avait déjà pas beaucoup au début, ça représente une perte en pourcentage très importante. Évidemment, ça se ressent sur le nombre de contrôles fiscaux et sur les résultats du contrôle fiscal. On a perdu entre 2008 et 2019 entre 11 et 12% en résultats financiers tout simplement, et beaucoup plus depuis 2015 où on avait atteint un pic. Donc c'est important de voir que ce n'est pas parce qu'il y a moins de fraude qu'il y a moins de résultats, c'est parce qu'il y a moins d'agents et moins de contrôles. Ça, c'est le premier point. Et depuis 2018 notamment, mais c'était une tendance qu'on voyait naître depuis quelques années, il y a une loi qu'on appelait droit à l'erreur, la loi ESSOC, la loi pour un État au service d'une société de confiance, qui a introduit un certain nombre de dispositifs, et je vais mettre le point sur un ou deux, mais où la philosophie générale, c'est de dire on peut vous accompagner en dehors d'un contrôle, mais quand vous êtes contrôlé, vous pouvez régulariser à n'importe quel moment du contrôle, et sous-entendu, mais c'est vraiment ce qui se passe aussi, on prendra votre régularisation, puis on arrêtera le contrôle. Et le principe de la loi ESSOC, c'est bien de dire il ne faut pas que le contrôle soit trop intrusif. Tout à l'heure, on parlait d'histoire. Il faut se remémorer ce qu'au XIXe siècle, les conservateurs disaient, au début du XXe, oh là là, pas de contrôle de l'impôt, c'est trop intrusif. On retrouve ces mots-là aujourd'hui. Donc, si on ne fait pas de contrôle intrusif, ça veut dire qu'on va, d'une certaine manière, servir les intérêts de celui qu'on est censé contrôler, et donc on ne servira pas l'intérêt général pour lequel on est là. Donc ça, c'est un point fondamental. Et il y a, par exemple, une disposition dans la loi ESSOC qu'on appelle la garantie fiscale. Cette garantie fiscale, c'était quoi? C'était qu'une entreprise pouvait demander à un agent des finances publiques de regarder un certain nombre de points, et si ces points étaient, entre guillemets, validés par l'agent des finances publiques, on ne pouvait plus les remettre en cause ensuite. Ça paraît logique comme ça. En réalité, c'est très pervers, c'est très pernicieux, parce que heureusement que sa portée en était un peu limitée, mais il suffisait de dire, y compris pour une multinationale, de mettre une liste de points, avec de nombreux points, on va dire. Et le vérificateur, lui, il ne peut pas vérifier. Il a un temps, il a des objectifs, il a un délai. Si dans une multinationale, on va vous dire de voir les provisions pour de dépréciation de titres, des questions d'apport ici ou là, il ne pourra pas avoir tout ça, donc il risque d'une certaine manière de dire ok, tout est bien, alors que ce n'est pas bien. Voilà. Bref, ça paraît peu. Ce sont des dispositions très techniques que j'essaie d'expliquer simplement, mais qui servent en réalité simplement ceux qui savent s'en servir, qui sont bien conseillés et qui ont les schémas d'évitement de l'impôt les plus complexes. C'est pas la PME du coin qui va forcément bénéficier de la garantie fiscale, et si elle le fait, ça sera sur un point ou deux fondamental, et j'allais dire ça sera bien fait, c'est pas le sujet. Mais c'est un outil au service de ceux qui sont bien conseillés, et ça accroît aussi l'inégalité, pas simplement devant l'impôt, mais devant le contrôle. Et accessoirement, et je conclurai sur ce point, c'est aussi une philosophie du contrôle. À partir du moment où on a un système déclaratif, on a un contrôle. Mais si on a un système déclaratif, on dit non mais pas de problème, on va pas trop vous contrôler, il y a un déséquilibre qui s'opère au profit de ceux qui peuvent contourner l'impôt. Oui, justement, est-ce que ça fait aussi partie de la loi ESSOC qui a été mise en place en août 2018, donc sous Macron? J'ai vu qu'il y avait une partie des opérations de contrôle qui avant étaient sur place pour les entreprises et qui sont désormais menées sans aller sur place.
donc une procédure d'examen de comptabilité qui s'effectue par simple transmission des données comptables. Donc en gros, l'entreprise, elle transmet ce qu'elle veut, et puis elle garde pour elle ce qu'elle veut aussi. Donc c'est hyper pratique pour eux. Et selon Bercy, je vois ce que tu disais tout à l'heure, c'est parce qu'on trouve que sinon les procédures sont trop intrusives pour l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est leur faciliter la tâche de frauder, en fait. Alors, ça date d'avant ESSOC. Hein. On voyait des évolutions lourdes depuis longtemps. Moi, je me souviens très bien, j'étais au syndicat à ce moment-là, que dans les échanges avec l'administration, parce qu'il y a des instances, quand ce point-là abordé, on nous disait non, mais vous inquiétez pas, ça permettra de faire des opérations de contrôle complémentaires en plus du contrôle classique qui consiste à aller dans les locaux d'entreprise. Bon, nous, on n'était pas naïfs, on leur avait dit, on sait très bien que ça va remplacer le contrôle sur place, le vrai contrôle sur place, et c'est ce qui s'est en grande partie passé. Le problème, c'est que quand on reçoit des fichiers comptables, c'est assez rare. Alors, on peut détecter des anomalies, il peut y avoir des choses, hein, mais on ne peut pas avoir une vue d'ensemble quand on est sur place avec l'accès, y compris à d'autres documents. Et donc, c'est un exemple de plus du fait qu'au nom d'un contrôle qui est soi-disant trop intrusif, eh bien, on l'affaiblit et on le fait se replier. Et à partir du moment où on replie les opérations de contrôle, eh bien, on laisse le champ libre à la fraude. Hein. Je ne vais pas dire que c'est une question de vase communicant, mais c'est quand même aussi un petit peu ça. Et le problème, c'est toujours la même chose. On pourrait parler de l'intelligence artificielle qui est en ce moment promue par le gouvernement. C'est qu'on pourrait débattre de ces procédures-là. L'examen de comptabilité du bureau, en tant que tel, pourquoi pas, mais pas à la place d'eux. C'est comme l'intelligence artificielle. On nous a dit on va développer les requêtes, les valorisations, l'intelligence sur les algorithmes, le data mining. À l'époque, on disait pas de problème, mais il ne faut pas que ça remplace le travail de terrain de ceux qui connaissent leur tissu économique, qui savent dire des bilans, des comptas, etc., qui connaissent aussi les spécificités, parce qu'entre les secteurs d'activité, il y a des spécificités. Et donc, il ne faut pas remplacer ce travail-là par quelque chose, des listes qui descendent comme ça d'une intelligence artificielle qui est encore un peu plus artificielle qu'intelligente à l'heure où je parle. Hein. Bon, ils l'ont fait, et aujourd'hui, ça ne produit pas les résultats escomptés. Voilà. Donc, c'est toujours la même chose, c'est qu'on a l'impression depuis maintenant un certain nombre d'années qu'à chaque nouveauté en matière de contrôle fiscal, il y a toujours un affaiblissement. Les seules mesures qui sont efficaces, parce qu'il faut être honnête, il y a eu des mesures intéressantes, efficaces, c'est parce qu'il y a eu des affaires, et c'était en réaction aux affaires. Il n'y a aucun gouvernement depuis 20 ans qui a anticipé et qui s'est dit, là, il faut que je renforce tel ou tel point. C'est parce qu'il y a eu des affaires, parce que les affaires en 2009, Nicolas Sarkozy en a pris, parce qu'il y a eu l'affaire Cahuzac, François Hollande en a pris, etc. C'est parce qu'il y a eu des affaires qu'à chaque fois, on a dit, ah oui, mais on va mieux combattre. Et c'est dans ces moments-là, on a réussi à arracher quelques mesures qui n'ont pas été suffisantes, qui n'ont pas permis de contrebalancer le mouvement historique d'affaiblissement du contrôle fiscal, qui ont permis un petit peu de limiter les dégâts. Pour combien de temps? Là, aujourd'hui, on voit qu'on est atteint un point limite. Et justement, là-dessus, vous en parlez d'ailleurs dans le rapport de la question de la protection des lanceurs d'alerte. Je pense que c'est un des enseignements, pour le coup, plutôt positifs, mais à quel prix, hein, depuis notamment 2008, parce que quand on regarde bien, les affaires ont commencé en 2008 et se sont accélérées ensuite. C'est que les lanceurs d'alerte qui ont pris des risques énormes, hein, il faut se rappeler, par exemple, d'Antoine Deltour, ils ont contribué à faire évoluer les mentalités, le débat, y compris certaines mesures. Je dis ça parce que quand Nicolas Sarkozy était président de la République, il a mis fin à un dispositif qui existait dans l'administration fiscale qu'on appelait les aviseurs. C'était des gens qui disaient voilà, j'ai un schéma de fraude, qui eux-mêmes prenaient quand même parfois des risques. Hein, c'était parfois les comptables des sociétés, enfin des salariés. Et donc, ils avaient une forme d'indemnité. Pas de rémunération, hein, une indemnité. Il avait mis fin à ça en disant oui, on va arrêter avec la dénonciation, le syndrome de Vichy, parce qu'il était vraiment quelque chose d'absolument insultant pour ceux qui faisaient ce travail-là. Et à la faveur, si j'ose dire, de ces dernières années, ce dispositif a pu être rétabli, y compris un petit peu mieux encadré. Mais ça a été dur parce qu'on voit que depuis les lois Sapin et là la dernière loi sur les lanceurs d'alerte, il y a eu cette tentative toujours de dire ah là là, attention, le secret des affaires, au nom du secret des affaires, d'une certaine manière, on couvre tout, quoi. Et il y a eu un débat entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur justement le fait que non, il fallait quand même que les pouvoirs publics aient un certain nombre d'éléments déjà et puis qu'on puisse protéger ces gens-là. Parce qu'ils font œuvre utile et ils servent l'intérêt général. Le problème, comment dire, la situation aujourd'hui, c'est que on verra ce qui
ce qui sera dit, parce qu'effectivement, en plus dans un contexte électoral, c'est très compliqué de commenter ces choses-là. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que il y ait une véritable transparence de manière générale faite sur l'ensemble des responsables politiques. Peut-être un peu plus que ce qui existe aujourd'hui. Il y a eu des petits pas de fait avec la Haute Autorité de la Transparence des publics, mais franchement, ça pourrait être mieux. Et il faut absolument tout faire en clair pour que les citoyens aient confiance et se disent ok, on sait que les choses sont bien. Parce que avec le doute qui s'est insinué, mais il faut dire qu'ils ont été nombreux aussi à se faire piquer, si j'ose dire, la main dans le pot de confiture, avec les pratiques qui existent, avec certains modes d'exercice du pouvoir, on s'éloigne du peuple et du coup, il y a une défiance qui s'installe. Et si ces faits-là étaient avérés, ça pourrait potentiellement même signifier la mort de la Ve République. S'ils ne l'étaient pas, il faudrait s'interroger sur pourquoi ils sont sortis. On peut se demander, parce que même si donc ces périodes, à l'occasion de ces scandales, on arrive à avoir une certaine médiatisation de ces cas de fraude fiscale qui sont finalement assez exceptionnels. Est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on peut mettre en œuvre du côté de la société civile, des organisations, des ONG, des collectifs de résistance, des syndicats, pour essayer de sortir de la bulle ces informations, d'essayer de faire connaître la situation? Oui, j'allais dire la première action, c'est d'en parler. On le voit bien là, ces derniers temps, il y a eu très peu de candidats qui en ont parlé. Bon, il faut faire débat de ces choses-là. Malheureusement, c'est peut-être un peu habitué aux affaires. Bon, bah voilà, il y a encore des affaires, il y a eu l'ISF Gate, on parle de Cum Ex-Files, puis les choses s'enchaînent, puis parfois elles sont un peu complexes aussi à comprendre. Et je pense que ce qui est intéressant, la première chose, c'est de rétablir les faits. Donc, on parlait tout à l'heure des estimations, mais aussi essayer de faire de la pédagogie. Parce que ce que je vois bien, le danger de dire bon, bah, il y a de la fraude, on n'y peut rien. Si, on peut quelque chose. Donc, pour ça, il faut décrire ce qui se passe, parce que souvent, on est à peu près sur les mêmes types de schémas. Hein. On parlait des prix de transfert tout à l'heure, c'est quelque chose qui est usité, y compris à grande échelle avec le numérique et ce qu'on appelle les actifs immatériels, la propriété intellectuelle. Mais c'est de dire, voilà, les enjeux, c'est ça, et la réponse, c'est ça, et mener la proposition. Donc, je veux dire, il faut en parler dans chacun des réseaux, et essayer, si possible, de faire ce que plusieurs organisations ont commencé à faire dans le cadre de ce qu'on appelle la plateforme paradis fiscaux judiciaires. Des ONG, des syndicats se sont mis ensemble pour discuter de ces questions-là. Et ça cristallise un peu les positions. On partage maintenant un certain nombre de préconisations, ce qui permet ensuite d'aller voir les élus, parce qu'il y a aussi des élus qui font un travail intéressant là-dessus, mais ils sont malheureusement peu informés et il n'y en a pas beaucoup qui mènent ce travail-là. Donc, il faut en faire un vrai sujet de société. Et donc, ça suppose d'agir, évidemment, partout là où on peut, j'allais dire, dans nos réseaux, mais aussi ensemble, en se tenant au courant, ce qui se passe, ce que vous faites là, ce qu'on peut faire avec d'autres, ce qu'on essaie de faire pour le rapport, en disant, voilà, c'est pas juste une organisation qui sort un rapport, cette fois, on est plusieurs. Puis peut-être qu'un jour, on remettra un petit peu ces questions-là d'actualité avec de nombreuses, encore plus d'organisations, et puis essayer de faire monter ce sujet-là, parce que c'est quelque chose de central sur je le disais tout à l'heure, sur la répartition de l'impôt, sur les recettes que ça peut dégager, sur les conditions d'exercice de la concurrence, autrement dit, des avancées majeures sur ce sujet-là, sans dire que ça changerait la face du monde, ça le rendrait déjà un peu moins injuste. Et on retrouverait un peu davantage de consentement à l'impôt, et ça redonnerait des couleurs à une démocratie qui est quand même bien malade, en fait. Et on pourrait se demander s'il n'y a pas une volonté politique à tout ça, parce que finalement, donc on a vu que dans les médias, on stigmatise toujours les mêmes. On a vu que la Direction générale des finances publiques, chez eux, il y a une importante suppression d'emplois dans les services de contrôle. Et par contre, on nous annonce qu'on va renforcer le contrôle des chômeurs. Et on voit que soit les contrôles augmentent ou du moins restent stables pour ce qui est des prestations sociales. Donc finalement, tout est fait dans un sens pour diminuer les contrôles sur les riches, sur les multinationales, etc. Et au contraire, accroître les autres. Donc c'est qu'ils ne sont pas capables ou ils le font exprès, finalement? Malheureusement, je crois qu'ils sont capables. Ça répondra un peu à la question. Mais bien sûr, c'est-à-dire que depuis un demi-siècle, maintenant, on est quand même sous l'emprise
d'une idéologie dominante qui consiste à dire le moins d'impôts possible, parce que ça voudrait dire des impôts, des dépenses publiques, c'est-à-dire une forme de socialisation, ce qu'on a en France encore, même si ça se dégrade en termes de services publics de protection sociale. Pour eux, ce que les services publics de protection sociale font doivent aller au marché. Voilà. Donc ça, c'est le point idéologique central. Ensuite, il y a toute une dénonciation des impôts et des dépenses publiques, mais il y a aussi le fait que finalement, un actionnaire une voix, un citoyen une voix, enfin, il y a une forme de confusion de tous ces repères-là, et finalement, c'est le monde économique qui décide d'une certaine manière, et toujours avec un rapport de force où on a des intérêts toujours présents, toujours puissants, et avec des nouveaux acteurs. Les GAFAM n'existaient pas il y a 30 ans, en tout cas pas sous cette forme-là, et ils sont devenus puissants. On a aussi nos propres héritiers qui sont puissants en France, et ça peut exister dans d'autres pays, et qui ont une capacité d'influence et de relais de cette idéologie qui a explosé avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher, de dire bon, ça va se passer comme ça, et puis ensuite on habille ça de le ruissellement, etc. Et je pense frontalement que c'est une question de rapport de force, cette affaire-là. Effectivement, dans la population par rapport à certains acteurs, nous n'avons pas les mêmes intérêts. Simplement, il y a des intérêts qui sont puissants et qui ont de l'influence sur les décisions politiques. Et c'est donc un problème politique, c'est un des cœurs des problèmes politiques au sens noble du terme, l'organisation de la cité. En fait, il y a toute une chaîne de responsables qui sont aux manettes concernant la fraude fiscale. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la chaîne des gens qui peuvent aider à l'évasion fiscale, que ce soit des cabinets d'affaires, des cabinets des avocats, des spécialistes, et éventuellement voir si peut-être la France, l'État français n'a pas été un petit peu quelquefois peu regardant concernant des arrangements qui auraient été passés avec des grandes firmes ou des grandes sociétés pour permettre de l'évasion fiscale. Alors, sur la chaîne de responsabilité, c'est un point important parce que, évidemment, on ne va pas s'intéresser à l'artisan du coin qui ne va pas déclarer une partie de ses revenus qu'il a perçus en liquide, mais plutôt au schéma un peu plus complexe. Généralement, ils sont choisis. Les schémas sont choisis en amont de leur mise en œuvre. Dans mon organisation syndicale, on est quelques-uns à se dire que, en parlant des multinationales, mais on pourrait faire le même raisonnement pour les particuliers les plus riches, ils choisissent leur taux d'imposition. Quand on a une surface internationale, on va organiser sa structuration, dans les centrales d'achat ici, des sociétés qui vont collecter des brevets là, etc., de telle sorte d'implanter là où on va pouvoir rapatrier les bénéfices, dans un paradis fiscal ou un État qui taxe peu. On va jouer non seulement des différences de législation, on va exploiter des conventions fiscales entre les États. Les conventions fiscales, ce sont des accords passés entre les États qui portent sur 2 points. Le premier, c'est comment on évite une double imposition. Ça peut arriver d'avoir des revenus d'une source étrangère, mais qu'on doit déclarer en France, mais qu'on a payé quand même à l'étranger. Bon. Et puis le point sensible, c'est évidemment l'organisation de la coopération en matière de lutte contre la fraude fiscale. Et selon sur quels impôts ça porte et comment c'est organisé, il peut y avoir des conventions un petit peu arrangeantes. C'est ce qu'on a rencontré dans les schémas d'évasion fiscale des GAFAM, où ils ont joué de ça, avec pour objectif de rapatrier les bénéfices générés en Europe, aux Bermudes, puis aux États-Unis. Donc la question des conseils, notamment, les conseils juridiques, les conseils fiscaux, les conseils financiers, parce que tout ça aussi est lié à des flux financiers, évidemment comptables. Lorsqu'on a les moyens, on peut avoir des personnes très spécialistes dans chacune de leurs domaines, et j'allais dire même au niveau des impôts, parfois sur tel ou tel impôt. L'impôt sur les sociétés, c'est une chose, par exemple, voilà, c'en est une autre, mais quand on est dirigeant d'une entreprise, il faut avoir son propre conseil pour ses impôts patrimoniaux, par exemple. Et puis on a à la fois des avocats qui font ces montages-là, puis on a des avocats davantage spécialisés dans le contrôle fiscal, si jamais il y en a un. Bref, on peut mobiliser une armada de conseils, très pointus, très spécialisés chacun dans leur domaine, pour, premièrement, organiser un montage dont le but sera d'éviter l'impôt, y compris en étant conseillé pour jouer sur la ligne jaune, mais essayer de ne pas trop la franchir. C'est-à-dire que s'il y a un schéma trop complexe, l'administration va qualifier ça d'abus de droit, donc de fraude. Donc voilà, ils essaient de jouer avec ça, ils regardent les textes, mais ils regardent les jurisprudences, les conventions internationales, ils regardent tout, ils passent tout au peigne fin
pour vraiment essayer d'être sur le fil et se dire, en cas de contrôle, premièrement, j'ai un bon conseil, un bon avocat, mais deuxièmement, comme je suis sur le fil, peut-être que la jurisprudence tombera du bon côté. Donc ça, c'est important. Évidemment, on a souvent parlé des banques, et dans les banques, il y a aussi comment dire, une activité de conseil, donc ça en fait partie. C'est pas tant parce que l'argent y est, évidemment, tout le monde a une banque, mais c'est notamment les conseils qui peuvent être diligentés, et notamment il y a des banques privées, ou à l'intérieur des banques, des grosses banques, il peut y avoir des banques d'affaires, et c'est là que ça commence à être, comment dire, complexe, et c'est là que c'est touchy, si vous me permettez, ou en tout cas, on peut jouer avec la ligne rouge. Donc, cette industrie, cette ingénierie fiscale, financière et juridique, elle est, enfin, elle a un poids majeur. Évidemment, au final, c'est l'entreprise et ses dirigeants qui sont responsables. C'est bien naturel. Mais il faut, euh, il faut tenir compte de ça. Et d'ailleurs, à ce propos, en 2018, il y avait été voté une disposition selon laquelle il était possible d'avoir une forme de transparence sur ceux qui auraient été condamnés. On attend toujours. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est ça, comment dire, c'est cette ingénierie fiscale, et alors qui produit aussi des excès dont sont victimes des gens moins bien conseillés. Depuis de nombreuses années, on a de temps en temps, et il suffit parfois d'ouvrir sa boîte mail, il y a comment dire, des publicités, vous payez trop d'impôts, ben vous allez réduire grâce à Pinel, grâce à un investissement dans les EHPAD, par exemple, pour les particuliers, ou pour les entreprises. Ben écoutez, nous, on a un dossier, on va vous faire un crédit impôt recherche sur mesure, vous inquiétez pas, on vous prend une petite commission là-dessus, et puis vous aurez votre crédit impôt recherche. Or, ces conseils-là sont les plus fragiles, parce que c'est des trucs très stéréotypés, qui ne sont pas du tout personnalisés, et c'est aussi, comment dire, à cause de ce type de conseil-là et d'une défiscalisation qui est mal maîtrisée par les particuliers ou des PME notamment, eux, parfois, ils se font plus stopper que les autres. On retrouve à chaque fois cette forme d'inégalité. Donc voilà, dans la chaîne de responsabilité, c'est important de mettre l'éclairage sur cette industrie qui a bien prospéré depuis quelques années, et puis qui a prospéré aussi avec la déréglementation financière, la titrisation, enfin tout ce qui a pu générer la crise d'ailleurs de 2008. Oui, une petite question sur les actions aussi, parce que c'est vrai que vous finissez le rapport en présentant du coup déjà ce qu'on peut penser mettre en œuvre ou améliorer d'ailleurs au niveau national, et qui est plutôt intéressant parce que il s'agit aussi de parler de services publics qui existent déjà et d'envisager finalement de les soutenir, et aussi du niveau international. Donc, si tu peux revenir un peu dessus, et après nous parler aussi de finalement qu'est-ce qui limite ces actions, puisque visiblement c'est des services qui pour certains existent déjà, ou alors on voit il y a des intentions au niveau européen ou international qui sont présentées déjà depuis longtemps, et pourtant il n'y a pas grand-chose de fait. Et oui, ben, il faut rebondir là-dessus. Pourquoi il n'y a pas grand-chose de fait? Parce qu'on a un poids idéologique important, et puis oui, aussi une concurrence fiscale et sociale qui a des effets dévastateurs. Il faut rappeler que la concurrence fiscale, ça consiste pour les États à dire, et ça arrange bien l'idéologie dominante, dire, eh bien, on va essayer de baisser l'impôt des riches ou des grandes entreprises pour pas qu'ils s'en aillent à l'étranger, hein. Schématiquement, c'est ça, et puis comme ça leur permettra d'investir. Donc, c'est ça qui organise la fiscalité à deux vitesses, et in fine le contrôle fiscal à deux vitesses. Et donc, c'est important de voir qu'il y a des marges de manœuvre en France, et qu'il y a des choses possibles au plan international. Et en plus, c'est dans l'ADN d'Attaque. Hein. Attaque est né autour de la taxe sur les transactions financières. Très vite, il y avait la question des paradis fiscaux qui est venue. Et à l'époque, on nous disait, taxe sur les transactions financières, c'est infaisable. Bon, c'est faisable, elle existe, sauf qu'elle est mal fichue, bien sûr, mais elle existe déjà dans les textes. On nous disait les paradis fiscaux, on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit. Et il y a eu quand même, il faut le reconnaître au niveau international, quelques progrès en matière d'échange d'informations. Insuffisants par rapport au rythme de développement de la fraude, mais ça montre que techniquement, on peut faire des choses. Donc, au niveau national, il y a des choses, évidemment, le renforcement des administrations, des administrations fiscales, parce que je compte aussi la douane et pas que la direction générale des finances publiques. Pour deux choses, c'est pas le principe de faire plus de contrôle, c'est de faire mieux de contrôle, de faire une meilleure sélection et d'aller là où il y a véritablement de l'enjeu pour pouvoir poursuivre des investigations. C'est ça l'idée. Bien sûr, il y a une baisse du nombre de contrôles, mais aussi une baisse qualitative. Donc, voilà. Il y a aussi le bilan de certaines mesures à faire. On a normalement un registre des trusts, ce qu'on appelle les trusts, c'est une société écran où on ne sait pas à qui ça bénéficie.
Et donc, on ne peut pas taxer quand on a des biens immobiliers ou des actifs financiers dans les trusts. Donc, comme il y a déjà un registre qui a été mis en œuvre, qu'on voit un peu comment les choses s'organisent, les algorithmes, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui relève de l'intelligence artificielle, essayons de développer ça, mais sans nuire pour autant à l'activité de terrain qui produit des résultats. On a en France, autre exemple encore, 2 polices fiscales. Alors, jusqu'en 2010, il n'y en avait aucune. Puis maintenant, on a 2. Une qui est rattachée au ministère de l'Intérieur, l'autre à Bercy. Ça sert à quoi d'en avoir 2? Unifions-les, parce qu'il y a un effet masse, et ça sera beaucoup plus efficace que d'avoir 2 services qui potentiellement peuvent se faire concurrence. Donc voilà, ça c'est ce type de mesure au plan national qu'on pourrait prendre. Et ça pourrait même aller très vite, hein. Il y en a d'autres, hein, je ne vais pas être exhaustif, mais voilà. Et au niveau international, on se dit, ben, soyons réalistes, exigeons ce qui sera taxé d'impossible. Mais qui est possible? Il y a la question des lanceurs d'alerte, on en a parlé, parce qu'il y a eu quelques progrès en France, mais ça mériterait, enfin, c'est aussi un sujet européen. Mais il y a 2 sujets sur lesquels on insiste, c'est le cadastre financier à tout le moins européen, voire mondial. Alors c'est une idée de Gabriel Zucman, hein, ce n'est pas une idée d'attaque, donc c'est une idée que Attaque soutient, mais qui part d'un constat très simple. En 1807, on était capable de faire un cadastre pour le foncier. Aujourd'hui, en 2022, on devrait être capable, notamment avec l'outil numérique qui organise une traçabilité des différentes transactions, de savoir qui détient tel ou tel actif financier. C'est important parce qu'une fois qu'on a ça, on peut organiser justement dans la lutte contre l'évasion fiscale internationale un échange d'informations beaucoup plus fiable, où on sait qui détient quoi. Et lorsqu'on sait qui détient quoi, on peut calculer éventuellement le revenu qu'il dégage, une plus-value par exemple, mais lorsqu'il donne à ses enfants ou lorsqu'il décède, on peut aussi regarder les impôts patrimoniaux. Et si on rétablit l'ISF, on peut calculer la vraie valeur des actifs financiers parce qu'on sait qu'il y a eu des sous-évaluations aussi bien dans l'immobilier que dans les actifs financiers à l'ISF. Pardon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la taxation unitaire mondiale. Et là, plus personne ne peut nous dire que c'est impossible, puisque l'OCDE a produit, une décision, si j'ose dire, alors, qui aujourd'hui n'est pas encore passée au niveau de l'Union européenne, puisque la Pologne la rejette. Mais bon, on voit que techniquement c'est possible d'organiser un système pour essayer de faire en sorte que l'ensemble des bénéfices du multinational puissent être taxés et répartis là où véritablement ils ont été générés. Le problème, c'est que l'accord qui a été fait ouvre la voie à des exemptions, et il repose sur un taux très faible. Nous, on dit tout simplement, il faudrait une taxation unitaire, c'est-à-dire schématiquement, on prend tous les bénéfices des différentes entités d'un groupe, s'il y a des déficits, on les déduit bien sûr, on arrive à un bénéfice mondial, et on répartit ça avec une clé de répartition qui tienne compte de l'activité économique réelle. C'est-à-dire, on prend, dans tel pays, il y a tant de salariés, il y a des immobilisations, il y a tant de chiffre d'affaires. On compare avec là où il y a les mêmes indicateurs, puis on fait une règle de répartition. Ce qui permettrait justement de relocaliser, comme on le dit, un impôt sur les sociétés, là où la richesse a été produite. C'est ça, en fait, le véritable souci, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, on fixe cet horizon-là. On a commencé un peu à travailler avec différentes organisations sur cette question-là pour essayer d'étayer un petit peu d'étayer cette proposition. Mais en réalité, c'est juste une idée de bon sens. Donc, ça fait partie des choses qu'on met en débat. Et puis, j'ajouterais, comme on est à l'attaque, on aime bien aussi agir et interpeller l'opinion. Donc, il nous arrive de temps en temps de faire des actions de désobéissance civile, même si elles ne portent pas assez dans la presse à notre goût. Ça peut être aussi intéressant pour montrer qu'il y a dans le mouvement social des formes d'action qui peuvent à un moment donné interpeller sur un message légitime. Et cette désobéissance civile, il y a, ça peut être des actions concrètes sur le terrain ou comment ça peut se figurer alors? Eh bien, je prends le dernier exemple en date. On est allé le dimanche 3 avril dans les locaux de la Samaritaine, qui est un symbole à la fois parce que c'est l'homme le plus riche de France qui en est propriétaire, puis c'est aussi symbole du luxe puisque ça a été refait, donc il y a un certain nombre de marques. On est allé là et on a fait une petite occupation pendant 2 heures. Alors je précise que tout le monde pouvait circuler. D'ailleurs, avant que
les salariés de la Samaritaine et des services de sécurité disent aux clients de partir. Certains rigolaient en regardant les animations. C'était des animations rigolotes, des prises de parole qui disaient pourquoi on était là, ce qu'on était venu dénoncer. Voilà, des petites scénettes, et c'était une action parfaitement joyeuse et pacifique. Mais ça fait partie de l'ADN d'Attaque. On est aussi avec le droit au logement pour faire le lien avec aussi le mal logement. Et ça fait partie aussi de l'ADN d'Attaque d'essayer d'inventer des modes d'action qui soient non violentes, qui soient légitimes sur le fond et un petit peu différents de ce qu'on peut faire dans le mouvement social. Il y a très nombreuses années, on avait fait la roue de la fortune, on avait détourné le jeu de la roue de la fortune dans les manifestations, etc. Donc voilà, c'est intéressant, je pense aussi, d'essayer de faire quelque chose de différent et de faire, au-delà des idées, des rapports, ce qu'on peut pour interpeller l'opinion, possiblement la presse ou en tout cas les réseaux qui s'intéressent, comme vous. Oui, on en a vu plusieurs fois des actions de ce genre d'attaque sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça tourne et bon, c'est toujours très intéressant et il faudrait que ça se multiplie. Bon, évidemment, c'est pas à la télé qu'on va les voir, par contre. Pas encore, on va dire. Ouais, pas encore. Peut-être un jour. Et votre rapport là, est-ce que il y a des chances qu'il y ait des grands médias qui en parlent, qui l'évoquent? Alors, on a eu une reprise de Mediapart. On a eu, je ne sais plus si c'est l'usine digitale, enfin, quelque chose, un magazine spécialisé dans le digital. Vu la période enfin, voilà, avec la guerre en Ukraine, les élections, etc., c'était un petit peu compliqué d'en parler, d'en faire parler en tout cas. Moi, j'ai eu des journalistes au téléphone qui disaient ah oui, il faut qu'on fasse quelque chose, mais là, on n'y arrive pas. Nous, on a dit, bon, on a sorti ça parce que ça manquait dans le débat public, mais ça manque toujours en fait dans le débat public. Donc, si ça pour les élections, c'est pour les élections. Voilà, on n'est pas sur une démarche partisane de dire on va servir tel ou tel candidat, c'est pas du tout le sujet. Donc, ce qu'on peut peut-être espérer, c'est que quand l'actualité changera un petit peu, d'essayer d'en parler. C'est compliqué, hein, dans certains médias, c'est compliqué, voilà, parce qu'ils sont détenus aussi, parce qu'ils ont une idée éditoriale. Moi, sans critiquer les journalistes en tant que tels, mais enfin, la ligne éditoriale, ce que ça incarne, c'est un peu compliqué. Donc, il faut aussi essayer d'en faire un sujet, peut-être par d'autres moyens. Moi, je ne doute pas qu'à un moment ou un autre, il y aura à nouveau une affaire et qu'avec ce type de rapport, on sera prêt pour vite faire une analyse de l'affaire en question. C'est un peu ce qu'on a fait avec McKinsey, parce que au-delà comment dire, de ce que ça va devenir, ça a quand même révélé quelque chose. Et on a eu quelques appels téléphoniques pour commenter McKinsey, mais à chaque fois on disait voilà, on a travaillé sur cette question. Donc je me dis qu'à un moment donné, il y aura malheureusement une actualité, une nouvelle affaire qui fera que on reparlera de ça. Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'on puisse enfin poser les vrais chiffres, les vrais enjeux et les vraies propositions. Mm. Et alors peut-être une dernière, ce que tu viens de l'évoquer, peut-être une dernière question. En résumé, qu'est-ce que tu peux nous dire selon toi, de la relation entre McKinsey, le cabinet de conseil privé, et la Macronie dans toute sa splendeur? Qu'est-ce que ça t'évoque à la fois que l'État se dirige vers ce genre de cabinet privé et évidemment ensuite que les cabinets défiscalisent ou ne payent pas leurs impôts en France? Ça veut dire quoi là, à la veille des élections? En fait, il y a plusieurs sujets. Il y a la question de la gouvernance, hein, ce que tu dis là. Alors, il faut le savoir, hein, ça date pas d'hier, hein. Malheureusement, l'utilisation des cabinets ne date pas d'hier. En revanche, manifestement, là, il y a eu une inflation. Donc, ça dit beaucoup de la gouvernance où on va pas se tourner vers les agents publics qui sont là et qui connaissent leur boulot, mais on va se tourner vers des cabinets dans lesquels il y a parfois des anciens hauts fonctionnaires qui sont les pantouflés, parce que c'est aussi ça qu'il faut voir dans cette affaire-là. Donc, ça dit beaucoup de la gouvernance et du côté où, manifestement, on est dans un monde où, pour certains, mais l'argent, non seulement n'est pas un problème, il coule à flot et ne se pose même pas la question du juste prix, si j'ose dire, de leurs prestations et de l'effet que ça peut avoir dans l'opinion. Ne se pose même pas la question de savoir est-ce que des cabinets privés vont à un moment donné conseiller sur des choix politiques des responsables politiques qui normalement ont un mandat, quoi qu'on en pense, ils ont un mandat. Enfin, il y a vraiment quelque chose sur le plan démocratique qui dysfonctionne. Ensuite, ça pose une autre question, et là, il faudra voir ce que le parquet national financier dit au niveau l'attribution des marchés publics. Ça peut être aussi, et c'est intéressant la question des marchés publics, il y a de nombreuses années, j'en profite pour dire ça, on
avec la plateforme Paradis Fiscaux Judiciaires, hein, donc des syndicats, des ONG, Oxfam notamment, CCFD Terre Solidaire et d'autres, on a proposé que le Code des marchés publics soit refondu pour que aucune société qui a été fraudeuse ou qui est susceptible de l'être parce qu'implantée dans un paradis fiscal ne puisse accéder à un marché public. Bon, on n'en est pas encore là, mais ça peut faire partie des propositions qui peuvent émerger dans les prochaines semaines. Et puis, comme il y a des marchés publics, ça fait de l'argent public, et on retrouve les prix de transfert, les manipulations de prix de transfert, et finalement on se dit, mais l'argent public, il a été versé, au passage, probablement que les dirigeants se sont bien rémunérés avec ça, mais ça a quand même généré une activité économique qui génère des bénéfices qui sont imposés dans un paradis fiscal. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que le parquet national financier a engagé, c'est que le parquet national financier a engagé une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Blanchiment, c'est encore autre chose, c'est-à-dire il y a manifestement, de ce qu'on a su dans la presse, un contrôle fiscal, et il faudra voir ce qui va donner. Mais le fait que le parquet national financier dise qu'il y a blanchiment de fraude fiscale, ça pourrait vouloir dire que non seulement il y a une fraude, elle est partie aux États-Unis, mais elle est revenue en douce en France via des mécanismes de blanchiment, ce qui serait alors le summum du summum. Ça voudrait dire à ce moment-là, je reste prudent parce que j'ai une culture juridique, mais tous ces sujets-là additionnés, ça fait beaucoup. Si sur tous ces sujets-là, il y a un dysfonctionnement ou un problème, ce sera un concentré de ce qu'il ne faut absolument plus qu'il se passe. En espérant qu'Emmanuel Macron n'ait pas l'occasion de reproduire ce genre d'exploit, si c'est avéré. Qu'aucun, au-delà des personnalités, Après je pense que ça l'enquête du devrait être TNF. voilà, ça devrait être un enseignement pour tout pouvoir, tout gouvernement, de dire maintenant on va travailler autrement et on va s'assurer aussi notamment des gens avec qui on travaille, que tout se passe bien. C'est un enseignement pour avoir, alors pour attaque, hein, il faudra faire, comment dire, poser l'ensemble des questions sur la table et faire un grand pas en avant. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est une affaire de plus. Et en plus, ça renvoie tout le monde à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Toutes ces formes de justice fiscale et sociale. Et cette société à deux vitesses, une fois de plus. Et en plus, au cœur du pouvoir. C'est une circonstance aggravante. C'est vrai que là-dessus, vous l'évoquez en début de rapport et puis il revient un peu à la fin, mais ce fameux néolibéralisme, il y a quand même de quoi se demander quand on peut voir le parcours de notre cher président. Il y a de quoi se demander à un moment donné si, en mettant à la tête de l'État des personnes qui ont été à ce point-là impliquées dans le secteur bancaire, finalement, on n'encourage pas le néolibéralisme et que on ne pourrait pas imaginer lutter contre en empêchant aussi que ce genre de choses arrive. Il y a cette question, et puis il y a aussi en amont, moi, enfin, observateur de la vie politique, je n'ai jamais été dans un parti politique, donc je me sens assez libre et en étant en attaque pour parler de ça avec un peu de recul, mais de dire qu'il y a quand même une construction en amont et une aide de ceux qu'on va vouloir, dont on va vouloir l'élection pour mener telle ou telle politique. De temps en temps, l'histoire bafouille et c'est pas forcément celui qui est choisi, hein, c'est un peu plus complexe que ça. Mais il y a quand même, dans la façon dont les choix sont guidés en amont, un vrai sujet sur lequel, pour le coup, il faudrait qu'on s'intéresse un peu plus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, telle personnalité plutôt qu'une autre, parce que tel profil, mais ce type de profil, il y en a, pas que dans notre fonction publique, y compris dans le secteur privé. Qu'est-ce qui fait que c'est cette personne? Voilà. Et qu'est-ce qui a été promis? Qu'est-ce qui a été garanti? Ou est-ce que c'est simplement l'incarnation d'une idéologie à laquelle on croit, qui est de plus en plus déconnectée de la réalité, dont le bilan maintenant a été tiré? On sait que le ruissellement, par exemple, ça ne marche pas. Même Joe Biden, qui n'est pas un gauchiste, l'a dit, ça n'a jamais fonctionné. Bref. Mais au bout du bout, même en s'intéressant à toute cette question-là, on en retrouve sur un enseignement simple. Il y a des personnes qui se disent nous sommes des dominants, et donc on va dominer. Et au bout du bout, c'est quand même ça. La raison pour laquelle il faut se battre. Très bien. Écoute, Vincent, on te remercie pour l'intervention. Merci beaucoup, Vincent Drézé. Merci d'être venu Merci à vous. C'était passionnant. On rappelle donc encore le rapport qui est disponible sur votre site et qui est très fourni, plein de chiffres. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Au revoir, merci.